La création de la réserve remonte très très loin en fait. J'ai pas le souvenir de ne pas avoir voulu faire ce que je fais là actuellement, c'est-à-dire de vivre entouré d'animaux, d'avoir créé cette réserve zoologique. Le plus loin que je puisse me souvenir, c'était j'étais en CE2 et je dessinais les plans d'un zoo idéal où alors il y avait des associations assez improbables. Et c'est que après certaines rencontres, finalement, que le projet s'est affiné vers quelque chose de plus scientifique, de plus établi. Et ces deux rencontres, la première, elle a été déterminante, puisqu'il est devenu en quelque sorte mon mentor. C'est la rencontre avec Jacques Bouillot, qui était le créateur du parc zoologique du Tertre Rouge à La Flèche, qui m'a accompagné dès mon enfance, dès ma rencontre avec lui, alors que j'étais âgé de pas tout à fait 10 ans. Lui, il a été en quelque sorte celui qui m'a éveillé à la nature, qui m'a appris les choses de la nature. Et c'est un peu plus tard, vers 12-13 ans, que j'ai rencontré Gérald Durel, le créateur d'un autre parc zoologique, celui de Jersey, dans les îles de la Manche, qui lui a orienté tout son parc zoologique vers la conservation des espèces menacées. Et c'est ce vers quoi, ici à Calviac, je me suis orienté petit à petit. Alors après, il y a eu différentes étapes, d'autres rencontres. Ce sont en fait les différentes rencontres qui m'ont permis d'affirmer cette passion pour la nature et pour les espèces menacées. La particularité de la réserve de Calviac par rapport aux autres parcs zoologiques, c'est peut-être le fait que vraiment elle concentre tous ses efforts et toute son énergie uniquement à la conservation des espèces menacées. Alors ça se décline à tout niveau, c'est-à-dire à la fois sur l'éducation des publics, des scolaires, la formation, on accueille beaucoup de stagiaires, mais tous nos efforts sont véritablement concentrés sur ces espèces. Les 3/4 des espèces qui sont présentes à Calviac sont menacés de disparition à des degrés divers, c'est-à-dire le vison d'Europe c'est le plus menacé, avec l'ibis chauve ou le vari noir et blanc, en danger critique d'extinction, c'est la dernière étape avant l'extinction. Et après il y a d'autres espèces à des degrés moindres, mais néanmoins préoccupants. Mais il est dedans là-bas, tu le vois. Avant que le public ne pénètre à la réserve, ça peut osciller entre 9h30 et 10h du matin, il y a déjà tout un travail qui est effectué à la fois par toute l'équipe de la réserve dont je fais partie. Et c'est déjà dès le début, dès le matin, savoir comment vont tous les animaux, tous les individus. C'est-à-dire qu'individuellement, on va voir si chaque animal se comporte normalement, s'il a mangé correctement. Et là, on se subdivise, on est plusieurs, on se subdivise. Et ensuite, une fois qu'on voit que tout est OK, on va préparer les premières rations qu'on va distribuer. On nettoie ensuite toutes les loges de chaque espèce. Donc l'ouverture, c'est vraiment compter les animaux, voir que tout le monde est bien là, et récupérer les gamelles vides. Donc dès qu'on voit une gamelle vide, je les dehors. Dans la serre? Ouais, tu peux récupérer les gamelles des canards. Donc ensuite,
Bon là c'est pas important puisqu'ils sont enfermés. Il est encore en train de manger. Il a un peu de retard quoi. C'est pas matinal. Donc là on récupère les gamelles du canard puisque de toute façon on va sortir les lémuriens. S'ils voient des gamelles ils vont manger les graines du canard. Ensuite on va changer l'eau qui est un petit peu plein d'eau. Ça c'est le canard qui se baigne dedans, je sais pas. Donc on a bien vu le canard, hein. Des fois c'est pas aussi simple que ça, donc il faut le chercher. Oh bah non. 1, 2, 3. C'est pas... Là ça va, il était pas trop énervé. Là t'en profites, comme tu vas les voir à l'extérieur, de vérifier que tout va bien, qu'il n'y a rien de normal dans leur comportement. Ils ont tendance à marcher lorsqu'ils sortent. Non, j'en rappelle quand même. Ensuite, on revient pour préparer d'autres repas. On essaie de préparer le maximum de repas, le plus varié possible et les plus nombreux possibles, afin que, comme dans la nature, ils aient la possibilité de, tout au long de la journée, chercher la nourriture qui correspond souvent à l'essentiel de leur activité dans la nature. Pour vendredi, nous avons du bœuf avec os. Donc pour les faussas, ça fait 1,1 kg. Donc ensuite, tu as déduit 1,1 kg plus. Moi, je préfère prendre une calculatrice au cas où je suis pas que littéraire, hein, donc je préfère ne pas faire d'erreur. Pour les tapirs, donc on va couper les branches que l'on va donner aux tapirs. Ensuite, on va donner aussi une partie de la ration des faussas pour les occuper dans la journée. Oh, il manque 50 grammes. Une souris. Ouais. Après, il y a l'accueil du public, évidemment. En saison, il y a les visites guidées que j'anime. Il y a des groupes scolaires hors saison. Et il y a aussi toute une grosse partie du travail de la réserve qui ne se voit absolument pas et qui est pourtant une des parties essentielles, c'est-à-dire une partie que j'aime pas du tout, la gestion, qui m'incombe néanmoins. Et il y a aussi tous ces échanges avec mes confrères des autres parcs zoologiques. Ça, c'est une partie déjà qui m'intéresse beaucoup plus. Donc une gestion scientifique et aussi une gestion de la structure en elle-même, c'est-à-dire trouver d'éventuels mécènes
répondre à certaines sollicitations de stagiaires, d'autres confrères sur des techniques que nous, on a pu observer ou adopter pour des espèces qui justement sont très très particulières comme les fossas, où par exemple quand on a obtenu la reproduction des fossas en 2011, on était la seule institution à avoir obtenu cette reproduction, et donc d'autres confrères se sont rapprochés de nous pour savoir comment on avait procédé pour obtenir cette reproduction. Et donc l'essentiel de ce travail, puisque la journée est largement occupée par le travail sur le site, l'essentiel de ce travail se fait, en ce qui me concerne en tout cas, surtout le soir, la nuit. Dans les latitudes où ils vivent, c'est-à-dire autour du cercle polaire, à cette période de l'année, il y a toujours de la neige. Ce qui explique que le petit glouton est entièrement blanc, il se confond entièrement avec son environnement. Et à mesure que la saison va avancer, ils vont adopter le pelage brun de leurs parents. Au tout départ, je ne souhaitais pas véritablement faire de visites commentées, de visites guidées, comme pouvait le faire par exemple Jacques Bouilleau, que j'admirais énormément. C'est pas uniquement parce que je ne voulais pas être comparé à Jacques Bouilleau, mais simplement parce que j'ai pas une inclination naturelle à parler en public, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. En revanche, quand Pierre Gay, le directeur du zoo d'Oudou-la-Fontaine, est venu ici pour la première fois, il y avait Jacques Bouilleau d'ailleurs, lui m'avait largement incité à faire ces visites guidées parce que justement les espèces qu'on héberge ici ont besoin d'être davantage explicitées, on a besoin de les décrire, de les mettre en valeur plus que par l'enclos lui-même. Et donc, ce qui plaît beaucoup aux visiteurs, c'est le rapport avec non seulement celui qui a créé la réserve, mais surtout celui qui s'en occupe au quotidien. Donc ça pouvait être moi, ça pouvait être les soigneurs. Voilà, j'ai pris le parti de le faire dans un premier temps, mais après c'est appelé aussi à être fait par d'autres que moi. C'était le coup de foudre immédiat, et depuis ils sont inséparables. En revanche, Maïli, elle est très bonne compagne, mais très mauvaise vie. Si c'est si difficile à faire reproduire en parc zoologique, parce que c'est la première chose, c'est qu'il est difficile de définir la période de chaleur de la femelle. C'est seulement à force d'observation qu'on arrive à la définir, et après, une fois qu'on est à peu près sûr que la femelle est en chaleur, on ne va pas la mettre directement en contact avec le mâle. On va le faire progressivement. C'est-à-dire que la femelle, on va la faire entrer dans la loge du mâle, sans le mâle qui lui est à l'extérieur, et ensuite le mâle, on va le faire entrer dans la loge de la femelle, sans la femelle qui elle est à l'extérieur. Et ça, on renouvelle l'opération plusieurs fois. Et au bout d'un moment, on décide de les mettre en contact pour les accouplements. Et c'est là le moment le plus difficile, le plus délicat, parce que, et c'est déjà arrivé dans certains parcs zoologiques, le mâle peut parfois aller jusqu'à tuer la femelle. Donc étant donné qu'il s'agit d'une espèce très menacée, il en reste environ 2000 dans la nature et il n'y en a que quelques centaines d'individus en parc zoologique, c'est vraiment une opération très très délicate et il ne faut surtout pas se tromper. Pour vous donner une idée du calme de l'individu, vous avez juste à gratter sur le dos, il s'allonge et après on peut tout lui faire. C'est-à-dire qu'on peut lui faire des prises de sang, auscultations diverses, etc. Ce qui fait qu'avec Tinako, on a un suivi médical à la pointe. On peut tout suivre. Ouais. Et donc j'ai contacté immédiatement mes confrères de Lisbonne et ils m'ont tout de suite rassuré et ils m'ont dit qu'ils procédaient exactement de la même manière avec Francesca. Et en fait, ça s'est très très bien passé puisque Francesca est arrivée en janvier 2012. Il y a 13 mois de gestation pour un tapir et 27 avril 2013, naissait Mario. Alors attention ici, ça glisse. Là, on va nourrir plusieurs espèces. Quand on accueille des scolaires, on s'adapte
déjà aux différents niveaux. Demain, en fait, il s'agira d'un groupe assez hétérogène, puisqu'il va y avoir des enfants de 7 à 12 ans. Du coup, ça va être varié, mais sinon, on essaie de s'adapter aux différentes classes. Donc nous, on a établi un programme pédagogique pour les 3 cycles différents. On a des programmes pédagogiques qui sont thématisés. Donc il y a l'alimentation, ce sera le cas demain, mais il y a aussi espèces menacées et classification. Est-ce qu'il a fait, monsieur? Le charnac, lui, il aurait tendance à sauter directement dans le seau. On aborde plus ou moins ces 3 thèmes au cours de chacune des visites guidées, mais on va se focaliser, selon les besoins de l'instituteur ou du professeur, sur un thème précis. En amont, les élèves ont déjà eu des fiches pédagogiques, donc des 3 cycles différents, pour pouvoir préparer déjà la visite. Donc en fait, dans ces cas-là, les élèves sont déjà assez sensibilisés sur les espèces qui sont présentes à la réserve, qui sont assez particulières. Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. C'est les acrobates. Oh, il y a un petit canard. Ouais, il y a un petit canard. Ah oui, il y a un canard. Il y a un canard. Il y a un canard dans leurs yeux. Monsieur, il y a un canard. C'est normal, c'est un canard malgache qui vit dans le même endroit que les lémuriens. Ils sont en la tête, c'est joli. Pour mieux avaler en fait. Par le seul fait de visiter la réserve, le visiteur participe déjà à la vie de la réserve, c'est-à-dire au programme d'élevage, financièrement déjà dans un premier temps, puisque en s'acquittant du droit d'entrée, ils font vivre la réserve, ils nous permettent de continuer ces programmes d'élevage, de coordonner certains programmes, puisque Mylène coordonne le programme du Goura de Victoria. En revanche, si le visiteur souhaite aller un peu plus loin et aider davantage la réserve dans ses missions de préservation des espèces menacées, et surtout ces espèces présentes à la réserve, le visiteur a la possibilité de parrainer certains animaux. Alors l'échange d'une cotisation en quelque sorte annuelle, qui là actuellement équivaut à 25 €, le visiteur va pouvoir aider la réserve. Et en contrepartie, il va recevoir des nouvelles de l'animal qu'il va parrainer. Donc des nouvelles personnelles, puisque c'est pas seulement une espèce qu'il parraine, mais c'est un individu. C'est Cosette, la lémure à ventre roux, c'est Mincho le capybara, c'est Tinako le tapir. Et ils vont pouvoir suivre de manière plus personnalisée la façon dont on fonctionne ici à la réserve, mais aussi l'animal en question, savoir quelles sont ses relations au sein de son groupe, c'est-à-dire tout ce dont on discute au quotidien entre nous, entre soigneurs, savoir quelles sont les relations de Tinako avec Francesca, est-ce qu'il y a eu des accouplements, est-ce qu'il y a eu un petit, etc. etc. J'ai jamais oublié que, en fait, c'est en suivant les visites guidées de Jacques Bouillot que moi-même, alors même si avant j'étais déjà très sensible à la nature, mais c'est grâce à ces visites commentées que petit à petit j'ai pris davantage conscience des menaces qui pèsent sur la nature. C'est en lisant les livres de Durel que j'ai appris ça. Et c'est plus tard, en étant accueilli dans différents parcs zoologiques, notamment d'abord à Douai-la-Fontaine, que j'ai pu me familiariser à l'élevage de ces espèces menacées. C'est la raison pour laquelle ici, à Calviac, je suis très sensible à ça, c'est-à-dire à l'accueil des scolaires, mais aussi à l'accueil des stagiaires. Et je pense que si actuellement il y a un tel engouement pour la préservation de la biodiversité, mais d'un côté professionnel, c'est-à-dire on a beaucoup parmi les plus jeunes de personnes qui souhaitent s'investir dans la conservation de la biodiversité. C'est pas seulement une question de mode, à mon avis, c'est véritablement une prise de conscience de l'importance qu'on peut avoir, qu'on peut jouer
chacun à son échelle, chacun dans la sphère où il se trouve, à préserver cette faune menacée. Alors évidemment, on ne va pas tout changer d'un seul coup, mais à mon sens, c'est justement cette addition d'énergie qui fait qu'au final, on peut arriver à changer, à essayer de changer certaines choses dans les gestes quotidiens. Alors ça, par exemple, c'est toute la gestion écologique de la réserve qui a été systématisée un peu partout, mais aussi de manière plus large dans la préservation des espèces menacées et de leur habitat. Ça peut paraître totalement infaisable et la tâche paraît parfois vaine et on a des moments de désespoir. Mais à mon avis, c'est justement quand on accueille tous ces parmi les plus jeunes, mais aussi de beaucoup moins jeunes, on a des bénévoles qui sont de jeunes retraités, donc il y en a la soixantaine, et qui sont très convaincus de ce qu'on fait ici, et c'est d'autant plus enthousiasmant pour nous, puisque du coup on se retrouve avec toute une population, des gens tout autour de nous qui nous entourent, et qui partagent cette même ambition de préserver la biodiversité. Moi, je suis très optimiste sur la nature des gens. Je pense que majoritairement, les gens sont bons. En revanche, c'est quelques individus qui font que la planète, telle société va moins bien. Alors, le problème lié à ce déclin de la biodiversité, il est global. Et si on prend le problème de manière globale, on sombre facilement dans la désespérance. C'est la raison pour laquelle moi j'essaie surtout, plutôt que de prendre le problème au niveau global, de voir quelles solutions peuvent être apportées au niveau local. Et au niveau local, après, il y a toujours des solutions. On a affaire à des gens, la plupart des gens sont positifs, souhaitent préserver cette biodiversité, mais du coup ça implique directement les populations locales. C'est le cas ici pour le vison d'Europe, c'est le cas à Madagascar pour la préservation du lémurien, et souvent nos programmes d'action, que ce soit ici ou à Madagascar, avant même d'envisager des recherches sur l'animal, sur l'espèce en question, il s'agit de créer tout un réseau en fait, tout autour de l'espèce, une sorte de communauté qui prend conscience de l'importance de cette espèce menacée et de l'intérêt qu'il y a à la préserver, et que l'intérêt en premier lieu c'est le leur. Mais c'est vrai que si on prend le problème au niveau global, alors parfois on a envie de ne rien faire tant ça paraît impossible à résoudre. Les ibis chauves, au Moyen-Âge, on en trouvait encore en France. C'est une espèce qui était répandue en Europe jusqu'à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, et qui s'est retrouvée finalement confinée à certains endroits jusqu'à être totalement exclue de l'Europe pour se retrouver au Maroc, en Turquie et, alors est-ce qu'il en reste encore, en Syrie. Et c'est une espèce dont les populations sont vraiment très très réduites. C'est une espèce en danger critique d'extinction et pour lesquelles il y a des programmes d'élevage. Et du coup, maintenant, actuellement, on se retrouve avec une population captive qui est 3 fois plus importante que la population sauvage. Alors à ce moment-là, la population captive étant totalement sécurisée, on peut envisager des réintroductions. Ça a été le cas au Maroc, mais aussi maintenant, ça a été le cas depuis les débuts des années 2000, au sud de l'Espagne. Au sud de l'Espagne, il y a un projet, le projet Eremita, c'est le nom de l'espèce en latin, qui vise à réintroduire l'espèce dans la nature. Voilà, petit à petit, cette espèce va regagner, on l'espère, le continent européen, et il y a aussi des programmes de réintroduction en Autriche, justement, là d'où est originaire le programme d'élevage. L'idée de créer la réserve zoologique, c'était pas de créer un parc zoologique en tant que tel, mais davantage de créer un moyen d'œuvrer à la conservation de la biodiversité et plus particulièrement les espèces menacées. Et au sein des espèces menacées, il y en a certaines qui sont complètement délaissées par les autres parcs zoologiques, qui sont néanmoins très menacées dans la nature. Souvent elles sont peu spectaculaires, il n'y a pas beaucoup de couleurs,
mais elles sont néanmoins très très menacées. C'est le cas par exemple du vison d'Europe. Et ce sont ces espèces qui ont véritablement besoin des parcs zoologiques pour être préservées. Alors à la fois dans un premier temps au sein d'élevages en captivité, mais aussi dans un second temps pour certains programmes de réintroduction. Les programmes de réintroduction n'interviennent que évidemment lorsque l'habitat naturel a été sécurisé. Et ce sur quoi nous on travaille ici à Calviac, beaucoup de nos efforts sont concentrés sur la conservation du vison d'Europe, parce que c'est une espèce qu'on trouve ici en Dordogne et qui fait l'objet d'un plan national d'action auquel nous on participe à notre échelle, mais on essaie de faire reproduire les visons d'Europe en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, donc en Aquitaine ou en Poitou-Charentes. Les visons viennent d'Estonie, le coordinateur est estonien, et d'ailleurs il est venu ici à Calviac faire une formation, puisqu'actuellement on est la seule institution en France à élever des visons d'Europe. Mais l'objectif, c'est pas d'être le seul pour avoir l'unicité de la présentation des visons d'Europe en France. L'idée, c'est de créer un réseau d'élevage pour cette espèce en vue de préserver sa diversité génétique et donc de préserver l'espèce. C'est la raison pour laquelle Tite Maran est venu, donc en avril dernier, et il a dispensé une formation auprès de certains de mes confrères, donc soigneurs de parcs zoologiques ou responsables de parcs zoologiques, en vue d'acquérir les compétences, les techniques pour l'élevage de cette espèce qui est très très délicate. Parmi tous les petits carnivores, c'est sans doute l'une des plus difficiles à reproduire, avec le fossa et le glouton. Alors nous, on a réussi à obtenir la reproduction du fossa et du glouton, maintenant il nous reste le vison d'Europe.